Oui, bonjour à toutes et tous. Je vous remercie d'être présents ce soir pour échanger avec nous dans le cadre des rendez-vous géopolitiques de l'aide. Et comme vous savez, c'est la vitrine événementielle du programme humanitaire et développement donc de l'IRIS. Donc, je tiens à excuser l'absence d'un des intervenants ce soir. Mais malheureusement, il a été éprouvé par un décès dans sa famille. Donc, je présente bien évidemment mes sincères condoléances. Et en tout cas, avant de vous présenter les deux autres intervenants qui vont discuter, en fait, échanger avec nous, je vais vous rappeler brièvement les contours de l'échange. Donc, vous le savez peut-être, mais l'aide internationale est confrontée aujourd'hui à une avalanche de normes qui ont été, j'allais dire, pensées pour lutter contre la criminalité organisée. L'intention, bien évidemment, elle est louable, mais on ne peut que regretter les dérives administratives, si vous voulez, et beaucoup de professionnels du secteur s'inquiètent de l'impact de ces normes sur les structures organisationnelles des organisations de la société civile. Au niveau des mesures anticorruption, le décalage est flagrant entre les demandes croissantes de redevabilité financière pour justifier de la bonne utilisation de l'argent public et les timides contrôles terrain, j'allais dire, qui se font pour lutter contre les pratiques de la petite corruption qui gangrènent l'action au quotidien. Au niveau des mesures antiterroristes, les organisations de la société civile française sont véritablement écartelées depuis quelques mois entre, j'allais dire, des cadres réglementaires, un cadre réglementaire qui a évolué, et le principe fondamental de leur action, le principe de non-discrimination qui anime leur action. Donc, dans les deux cas, on est vraiment dans des logiques d'extraterritorialité de la norme qui s'appliquent. Et la question qui se pose, et la question qui va être débattue ce soir, c'est un peu voilà, la question du dosage. Jusqu'où finalement est-il pertinent de se border administrativement sans se perdre, entre guillemets, sans se perdre en route. Donc, pour ceux qui se connectent avec nous pour la première fois, vous avez via le chat l'occasion de poser des questions tout le long du webinaire. Nous relayons également, ce sont les intervenants qui relaient certains documents sur le sujet, notamment le document de stratégie du Conseil national de développement et de la solidarité internationale, le CNDSI, créer un environnement favorable pour la société civile, et deux manifestes, un manifeste pour une autre politique au Sahel, qui propose notamment des pistes pour lutter contre le terrorisme, qui ne sont pas forcément des pistes, j'allais dire, mainstream, et des prises de position du collectif de coordination Sud sur la question du criblage qui va être débattu ce soir. Donc, je vais vous présenter nos deux intervenants ce soir. Je vais commencer par Manuel Desrolets, qui est délégué général du CCFD Terre Solidaire depuis 3 ans. Manuel a une grande expérience puisqu'elle a exercé plusieurs missions dans des organisations de solidarité internationale, mais également dans des associations d'action sociale en France. Donc, ça lui donne cette double casquette qui est très intéressante. Aujourd'hui, le CCFD Terre Solidaire, c'est donc une ONG d'appui au développement. C'est une ONG qui intervient dans 50 pays avec environ 450 partenaires locaux. Donc ça vous donne une idée également des réseaux, si vous voulez, d'ancrage locaux qui sont liés au CCFD. Thibault L'Espagnol est diplomate depuis 2009 et il a eu donc plusieurs expériences d'expatriation dans le secteur privé à l'étranger. Il a également été en poste en collectivité territoriale française. À l'étranger, il a été en poste en Roumanie, en Hongrie, au Brésil. Et depuis septembre 2021, il est en poste au ministère des Affaires étrangères dans la délégation qui s'occupe des relations du ministère avec les sociétés civiles françaises et étrangères, ainsi que des politiques et des dispositifs d'engagement citoyen de la jeunesse à l'international. Donc, Thibault et Emmanuel, vous nous accompagnez ce soir. Et donc, pour poser, j'allais dire, le cadre du sujet, je vais me tourner vers Thibault L'Espagnol
pour qu'il nous explique les changements récents du cadre légal qui impactent aujourd'hui pleinement les organisations de la société civile française. Donc, depuis le 1er janvier, Thibault, de nouvelles mesures s'appliquent pour obtenir des fonds institutionnels publics français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi est dû ce changement finalement, qu'est-ce qu'il a impulsé et comment se sont trouvés les équilibres qui sont bien sûr imparfaits, comme tout équilibre, mais comment se sont trouvés les équilibres au niveau du ministère et des autres institutions impliquées dans le façonnement de ce cadre légal. Où en est-on aujourd'hui en termes d'évolution du cadre normatif et aussi de la mise en œuvre? Thibault, je vous laisse la parole. Merci Magali, bonsoir à tous et merci à Léry cette opportunité de pouvoir échanger avec vous et notamment avec Manuel Desrolais sur ce sujet effectivement sensible en ce moment. En particulier parce qu'effectivement, les sujets dont on va parler font actuellement l'objet en fait, d'un recours au Conseil d'État par Coordination Sud, qui est la plateforme des ONG de solidarité internationale et certaines ONG. Donc voilà, donc le but, ce n'est pas de refaire le débat juridique devant vous, mais effectivement, c'est un petit peu le contexte dans lequel on se trouve. Alors, quand on parle de criblage, pour comprendre concrètement ce que c'est, en fait, le criblage, c'est le processus qui fait qu'on s'assure que l'argent de l'aide publique au développement qu'on va décaisser ne va pas aller dans les mains d'une entité ou d'une organisation qui est visée par un dispositif de sanction. Ça peut être des sanctions des Nations Unies, des sanctions de l'Union européenne, des sanctions de la France, et qui généralement prévoient des interdictions de mise à disposition de fonds, des gels des avoirs, une interdiction de rentrer sur le territoire de l'Union européenne. Là-dessus, il n'y a rien vraiment qui change. Le cadre légal existe depuis des décennies là-dessus. Effectivement, il y a une obligation qui s'impose à tout à chacun, en tout cas aux acteurs de l'Union européenne, personnes physiques ou morales, sur le territoire de l'Union européenne ou à l'étranger, si c'est des actions mises en œuvre par des acteurs, des personnes physiques ou morales de l'Union européenne. Ce qui est par contre effectivement évolué ces dernières années, c'est avec une certaine hausse de la menace terroriste, mais surtout plutôt la multiplication des régimes de sanctions. On voit bien typiquement dans le conflit en Ukraine régulièrement des trains de sanctions, donc ce sont des nouvelles personnes, nouvelles entités qui sont mises sur liste de sanctions, mais aussi avec la part de l'aide publique au développement française de plus en plus importante qui en fait est mise en œuvre ou transite par les organisations de la société civile. Il faut savoir qu'en ce moment, on est déjà à plus d'un demi-milliard d'euros de l'APD française qui passe par les OSC françaises ou étrangères, mais majoritairement françaises, et on a une cible qui va être d'atteindre 620 millions d'euros cette année. Donc, ces trois facteurs en même temps font qu'effectivement, il y a une plus grande vigilance sur ces sujets et une nécessité pour l'État d'être sûr qu'au niveau de la mise en œuvre des projets, on a bien le respect de ces dispositifs de sanctions. C'est particulièrement vrai pour l'Agence française de développement et pour le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui sont parmi les plus gros pourvoyeurs d'aide, que ce soit pour de l'humanitaire ou du développement. Pour l'AFD, c'est un sujet extrêmement sensible parce que l'AFD, fondamentalement, c'est presque une banque. Elle est régie par le Code monétaire et financier. Et donc, pour elle, s'il venait un cas de figure où une partie des fonds qu'elle a mis à disposition se retrouvait intentionnellement ou inintentionnellement dans des mains d'organisations terroristes, quelque part, c'est une licence bancaire qui est en jeu. Donc, il y a un enjeu effectivement assez gros pour l'AFD. Et donc, du coup, en fait, le criblage, c'est juste le moyen qu'on a effectivement pour s'assurer que ces fonds qui sont issus de l'APD n'arrivent pas dans de mauvaises mains, encore une fois, intentionnellement ou pas. La plupart, je pense qu'aucune OSC n'a envie de donner des fonds à des organisations terroristes. Ce n'est pas ce qui est en débat. Et effectivement, du coup, ça crée une inquiétude légitime de la part du secteur de la solidarité internationale, à la fois pour les questions de principe. Comment est-ce qu'on arrive à concilier notamment le principe de non-discrimination, qui est une valeur clé du droit international humanitaire, avec cette obligation de pouvoir effectivement quelque part discriminer au sens où on s'assure que l'argent ou les moyens mis à disposition ne vont pas à des organisations terroristes ou autres.
et puis aussi des questions pratiques. Effectivement, c'est un gros travail de faire ce criblage, ça demande des moyens, des compétences, et donc c'est aussi un enjeu important. Alors là-dessus, en 2020, le président de la République a clairement dit que quand on est sur des sujets d'urgence humanitaire, le principe de non-discrimination doit s'appliquer. Et donc, ça veut dire qu'on ne devrait pas cribler les bénéficiaires finaux, c'est-à-dire qu'il faut faire une distinction entre le criblage, je dirais, des partenaires de mise en œuvre, c'est l'OSC elle-même, c'est ses fournisseurs, ses partenaires éventuellement locaux, où effectivement on doit avoir un criblage systématique. Par contre, sur le criblage des bénéficiaires finaux, qui sont vraiment ceux qui sont en besoin, je dirais, d'une aide, qui peut être une aide urgente en cas de crise humanitaire ou une aide, je dirais, plus de moyen terme, on va dire, sur le développement, eux, effectivement, n'auraient pas à être criblés, entre guillemets, dans le cadre de ce principe de non-discrimination. Et donc, suite à la loi du 4 août 2021 donc, sur le développement qui a été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale et du Sénat, le Parlement a demandé à l'État de pouvoir produire des sortes de lignes directrices qui nous permettent de savoir sur cette zone grise entre du développement pur et de l'humanitaire pur, qu'on appelle ça du nexus humanitaire développement ou de la stabilisation. On a effectivement cette zone grise, on n'est pas complètement sorti de l'humanitaire, on n'est pas encore complètement sorti dans le développement. Et donc, du coup, cette demande du Parlement a mené à des discussions avec de nombreux partenaires. Donc, d'une côté, l'État, mais c'est aussi des discussions internes entre le ministère des Affaires étrangères, le Bercy, pour faire simple, l'AFD, et aussi avec les organisations de solidarité internationale, notamment Coordination Sud. Et voilà, on a eu pendant plusieurs mois de discussion. On arrive à un texte de compromis à la fin de l'année dernière, donc on appelle les lignes directrices, qui en gros permettent de définir dans quel cas, effectivement, de ces zones grises, on va pouvoir exempter les projets du criblage des bénéficiaires finaux. Notamment, c'est tout ce qui est les projets mis en œuvre en zone de crise et qui s'inscrivent dans différentes thématiques, que ce soit par exemple les questions de santé, les questions de sécurité alimentaire, par exemple, ou aussi dans des cas extrêmement particuliers, quand c'est une aide qui est apportée à des personnes qui n'ont pas d'état civil, parce qu'effectivement, dans le monde, il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui n'ont pas d'état civil, qui n'ont pas de papier d'identité, donc on n'est même pas en mesure de les identifier, ou effectivement la question des mineurs, ou des personnes à risque, c'est-à-dire dont la divulgation de l'identité pourrait les mettre à risque dans leur pays. Plus, on a aussi toute une série d'exemptions qui concernent quand vous devez mettre à disposition des biens, je dirais, soit du transfert financier ou des biens monétisables qui peuvent être facilement revendus. On a défini certains seuils en dessous desquels il n'y aurait pas besoin de cribler, alors qu'au-dessus, vous avez besoin de cribler. Et donc, mis bout et bout, toutes ces exemptions, que ce soit un projet qui n'a pas de transfert monétaire au sein des ministères finaux, par exemple, juste une formation. Là, effectivement, il n'y a pas de transfert monétaire, il n'y a pas besoin de cribler la personne. Ou tous les projets en zone de crise, ou les projets qui incluent des personnes sans état civil, ou ces questions des seuils, ou les mineurs, on arrive effectivement à avoir énormément d'exemptions qui vont permettre, selon des simulations qu'on a fait avec l'AFD, d'exempter majoritairement la plupart des projets en fait, qui vont être financés, continuer d'être financés par l'AFD ou le ministère, de ce criblage des bénéficiaires, qui est la partie, je dirais, le plus gros défi, parce qu'effectivement, c'est un volume extrêmement important de personnes, ça présenterait un gros travail pour les associations. Et donc, justement, ce qui est au cœur du recours en fait, déposé par Coordination Sud, c'est justement cette ligne directrice où effectivement, il y a ce volet exemption, mais aussi effectivement un rappel de l'obligation de faire du criblage des intermédiaires des bénéficiaires finaux. Et donc, pour finir là-dessus, en fait, le recours de Coordination Sud était en fait en deux étapes. Il y avait un référé suspension qui demandait en urgence la suspension par le Conseil d'État de ces lignes directrices. Là-dessus, le juge a rendu sa décision, a estimé qu'il n'y avait pas un motif d'urgence suffisant pour suspendre immédiatement les lignes directrices. Par contre, là, on est dans le recours sur le fond et la décision du juge au référé ne préjuge pas de la décision qui sera prise par le juge à la fin. Et on attend, là, on est dans le dialogue contradictoire. En fait, chaque partie expose au juge ses arguments, ses analyses. Et donc, on espère que le Conseil d'État rendra sa position d'ici, enfin, un jugement d'ici la fin de l'année. Mais d'ici là, les lignes directrices continuent à s'appliquer. Ok. Merci beaucoup pour ce rappel. Magali, le cadre. Vous m'entendez? C'est bon, c'est revenu. Oui.
ces éléments. Je me tourne vers Manuel parce qu'en tant que délégué général du CCFD Terre Solidaire, bon, du coup, votre structure, à l'instar de beaucoup d'autres, sont pleinement impactées justement par ces lignes directrices, par les évolutions en cours. Donc, voilà, sans rentrer dans le contentieux juridique, j'allais dire, comment depuis plusieurs mois, vous avez anticipé ça au niveau du CCFD. Quels sont les défis organisationnels finalement, que ce soit interne au sein de votre structure, quels défis ça pose de manière très concrète, Manuel? Et puis, tout à l'heure, quand je vous présentais, je disais que vous aviez effectivement 450 partenaires locaux. Donc également le défi dans la relation partenariale, pour le coup, comment est-ce que ces rapports s'en trouvent modifiés? Ou est-ce que c'est encore trop tôt pour noter une modification des rapports avec les partenaires locaux et puis avec les partenaires institutionnels français? Parce que c'est vrai que depuis plusieurs mois, là, il y a, j'allais dire, des positions assez tranchées de part et d'autre. Mais on parlait d'équilibre tout à l'heure et je pense que c'est vraiment ça, c'est le compromis, essayer de trouver un équilibre qui convienne avec les injonctions qui se diffusent aussi. Donc, quel levier en tant qu'institution est-ce que vous avez activé pour, j'allais dire, vous protéger aussi institutionnellement? Merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Ma première réaction en préalable, je voudrais préciser qu'une organisation comme le CCFD, je crois que je peux associer beaucoup d'organisations de solidarité internationale, Thibault l'a dit, vous l'avez dit, fondamentalement, nous sommes pour une lutte efficace contre le terrorisme et nous-mêmes, dans notre action, nous estimons que nous luttons déjà par ce que nous mettons en place avec les organisations des sociétés civiles contre le terrorisme. On fait l'expérience avec nos partenaires que les réseaux terroristes contribuent aux causes de la faim et de la misère par bien des aspects, parce qu'ils renforcent la vulnérabilité des populations, leur précarité, on est dans l'irrespect total des droits humains, etc. etc. Donc, je ne vais pas faire la liste, mais effectivement, on est bien dans une cause structurelle de la faim. Et en même temps, la misère et la faim, c'est le terreau du terrorisme. Donc là, on est devant une approche beaucoup plus systémique et pour nous, c'est important d'avoir cette approche globale. Donc, je reviens à votre question. Le CCFD n'est pas une organisation humanitaire. On n'entre pas dans le cadre de la Convention de Genève. Les actions non partenaires ne concernent pas les besoins dits essentiels. Il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par besoin essentiel, mais on peut dire que ce n'est pas le cas. On travaille au renforcement des sociétés civiles, au soutien à des actions de cohésion sociale, de démocratie, de promotion de la jeunesse, promotion des femmes, etc. On est bien complètement, je crois, à 100% dans ces zones grises qu'évoquait Thibault. Voilà, donc on a, pour ce qui concerne le CCFD, pratiquement tous nos partenaires qui pourraient être questionnés par ces mesures et pour lesquels, au cas le cas, il faudrait regarder si on entre dans les procédures d'exemption ou pas. Donc, si je m'en tiens à ce que Thibault a dit, par exemple, je vais vous prendre un petit exemple. On travaille avec une association palestinienne qui s'appelle Culture et Pensée Libre. On est bien dans les zones concernées par les criblages. C'est une association qui a été fondée par des femmes. Elles ont un rôle majeur dans le développement de la société palestinienne. Elles font la promotion des droits de l'enfant, des jeunes, des femmes. Voilà. Et elles donnent accès à de nombreuses activités culturelles. Donc, je veux dire, c'est un projet sur lequel on a collaboré avec l'AFD. On est AFD, CCFD, Terre Solidaire, très fiers de ce que l'on a fait ensemble. Est-ce que demain, on pourrait continuer ce type d'action? Oui, parce que ce sont des mineurs. Ouf.
ce serait que des femmes, probablement pas. Mais vous voyez là un projet qui a tout son sens. Et donc, au cas le cas, on peut examiner comme ça des beaux projets qui, demain, pourraient être mis en cause. Donc, je ne vais pas évoquer celui-là, on a compris, et c'est heureux que le screening des mineurs n'était pas à l'ordre du jour, parce que là, on serait dans un vrai sujet de déontologie. Je vais en prendre un autre sur lequel on est aussi très, très fiers de ce que l'on a pu engager. C'est un projet qui s'appelle le TAPSA, c'est un projet de transition par l'agroécologie paysanne. C'est un projet qu'on a mis en place sur 15 pays, dont beaucoup de zones qui sont concernées, le Sahel, les Grands Lacs, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. Voilà, donc au niveau des zones géographiques, on tombe dedans. C'est un projet de 11 millions d'euros, donc on est bien dans un projet significatif en termes de somme. L'AFD participe à 7 millions, le CCD-MIDRES, 42 organisations partenaires concernées, 930 organisations paysannes, 225 000 paysans identifiés. En regardant d'un peu plus près, on pourrait avoir à screener 34 600 personnes sur ce projet, à qui on donne des sommes pour participer à des activités. Ce qui voudrait dire, bien évidemment, recueillir l'identité civile. Ce qui voudrait dire, bien évidemment, ça suppose toute une logistique. Pour nos partenaires, d'envoyer toutes les informations en France pour que nous, on puisse les entrer dans un logiciel et puis voir si certaines personnes entrent dans le cadre, sont sur liste rouge, on va dire. En termes de faisabilité, si on poursuit la logique jusqu'au bout, il ne serait pas incongru de penser que ça représente à peu près 20 équivalents temps plein mobilisés pour ça. Oui. Si on les paye au SMIC, 400 000 euros. Vous voyez ce que ça peut représenter. J'ai essayé de mener la logique jusqu'au bout. Tout ça, est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'au bout du compte, on aura une efficacité en termes de lutte contre le terrorisme par cette action? On peut véritablement s'interroger. Voilà, donc je vous donne cet exemple-là pour montrer jusqu'où on se trouve devant une question de cohérence. Voilà. Si on devait passer à une telle opération, l'activité du CCFD, ce serait d'arrêter. Ça n'est pas, ce serait tellement incohérent par rapport au lien qu'on entretient avec les partenaires, je pense qu'on n'oserait même pas leur demander de mener ce type d'action. Donc, le dommage, ce ne serait pas pour nous CCFD, parce que l'argent, il est essentiellement destiné à soutenir ces communautés paysannes. Bien sûr que ce serait pour nous, puisque on est très déçus de ne pas pouvoir continuer notre action. Mais les véritables victimes, c'est les communautés paysannes concernées. Donc, nous, notre décision dans un cas pareil serait de ne pas aller plus loin, d'arrêter ce type de projet, d'arrêter la collaboration. Voilà. Donc, derrière ça, effectivement, nous, on est en train d'examiner au cas le cas, et c'est ce qu'on fera avec nos partenaires, ce qu'on peut effectivement continuer ou pas sans impacter notre relation partenariale et sans partir dans des délires logistiques qui ne sont pas dans le cœur de notre activité. Même éthiquement, ça n'est pas notre métier. Voilà. Donc, autre élément, vous avez compris qu'on se pose beaucoup de questions de sens sur ce type d'opération. On pose aussi la question de quel est notre rôle, nous, en tant qu'organisation. Notre part dans la lutte contre le terrorisme, ça n'est pas dans cette capacité de renseignement. Ça ne va, voilà, c'est pas notre activité, ça n'est pas celle de nos partenaires. On a un autre rapport. Et donc, par principe, nous n'irons pas sur ce terrain.
On ne t'entend pas, Magali. Je remercie Manuel de ces exemples aussi qui est concret. Et je sais pas, vous m'entendez? On ne t'entend pas. C'est très haché, en fait. D'accord. D'accord. Non, Magali, essayez peut-être de vous redéconnecter, reconnecter, peut-être, si c'est possible. Peut-être le temps que Magali se reconnecte, juste pour rebondir effectivement sur les exemples précis, qui effectivement, c'est ce genre d'exemples qui ont été vraiment très utiles dans les discussions avec Coordination Sud. Parce que quelque part, là, le ministère était pris entre d'un côté, effectivement, Bercy ou le service conformité de l'AFD, effectivement, fondamentalement, on va dire entre guillemets les gardiens du temple, les juristes pour qui il faut tout cribler partout dès le premier euro. Et effectivement, le principe à la fois du droit humanitaire, puis juste le principe de réalité sur la faisabilité de ce genre de criblage des bénéficiaires finaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a été au maximum de ce qu'on pouvait, probablement un peu plus loin, sur les cas où on pouvait exempter de criblage. Donc, il faut effectivement voir sur le projet assez finement, est-ce que sur toutes les personnes en question, il y a un transfert monétaire ou un don assez substantiel qui pourrait être monétisable. On a notamment aussi des exemptions, lignes directrices pour tout ce qui est don d'intrants, de petits bétail, par exemple, parce qu'on sait très bien qu'effectivement, dans les domaines des projets d'agroécologie, c'est souvent en fait du don en nature. Je sais que l'AFD réfléchit aussi à des pistes sur quand on a des transferts monétaires assez d'ampleur, le recours par le mobile banking, si on a l'assurance que l'opérateur bancaire qui fait ça respectent effectivement les normes européennes et donc automatiquement, par leur processus, s'assurent que toutes les personnes qui reçoivent l'argent en fait ne sont pas sur des listes. Donc ça, c'est aussi des possibilités à explorer. Et donc normalement, ça minimise le nombre de projets effectivement qui se retrouvent dans une situation effectivement de devoir cribler un large nombre de personnes. Mais effectivement, on sait que ça représente un gros défi logistique. Et je pense que j'en parlerai un petit peu plus tard. Il y a des mesures d'accompagnement, surtout pour les ONG, je dirais moyennes. Alors, les grandes ONG humanitaires soit sont exemptés, soit ont déjà en fait la machinerie, les logiciels, ainsi de suite. Donc, quelque part, ça faire, parce que de toute façon, elles ont déjà des fichiers Excel qu'elles mettent. Voilà, je laisse peut-être Magali reprendre le… Non, excusez-moi, du coup, j'ai changé d'endroit. Est-ce que le son est correct pour le coup? Oui. Je voudrais ajouter, Magali, parce qu'on débattait avec Thibaut dans ce cadre-là, c'est qu'effectivement, nous, on sent de la part de l'AFD et du MAE une vraie volonté d'aller le plus loin possible dans les exemptions, d'examiner au cas par cas les mesures. Nous, de notre côté, effectivement, on a pris la liste des projets cofinancés pour voir les situations problématiques. Mais on arrive à un paradoxe, c'est que les pouvoirs publics aussi cherchent à tirer le plus loin possible l'exemption parce qu'on se rend compte de la complexité, l'infaisabilité et même d'une certaine manière la contre-productivité de telles mesures. Donc ensemble, parce que notre relation avec l'AFD et le MAE n'a pas changé, elle est bonne, elle est partenariale, elle est en dialogue, on a affaire à des interlocuteurs engagés et qui ont envie que les projets se fassent et on partage ce partenariat, il est financier et il est aussi il est bien sûr avant tout dans les objectifs. Et on se retrouve dans une situation invraisemblable où on sait que les choses sont quasi infaisables à mettre en œuvre dans la majorité des cas quand il s'agit de bénéficiaires ultimes et à chercher jusqu'où on va pouvoir tirer. Donc effectivement, sur les 225 000 paysans, nous, on en a
on a éliminé tous ceux qui bénéficiaient de formation, des choses comme ça. Donc, on a essayé d'aller au plus juste. J'espère qu'en continuant de négocier, on exemptera tout le monde. Mais à la limite, qu'est-ce que ça veut dire si on est obligé de faire ce travail pour trouver les mesures d'exemption au maximum du maximum et continuer de collaborer ensemble? Est-ce que c'est franco-français, ce débat-là? Est-ce que comment nos voisins, j'allais dire, ou comment d'autres pays l'abordent, ce sujet-là? Moi, j'ai fait le tour des organisations homologues du CCFD. On fait partie d'un collectif européen et nord-américain. On est les seuls à avoir ce problème de criblage des bénéficiaires ultimes pour le moment. Donc, ce que l'on entend, et Thibault pourra le dire, c'est que des normes européennes amènent la France à avoir pris ces mesures. Question, est-ce que la France n'a pas été trop loin? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'excès de zèle dans l'interprétation des textes? En tout cas, pour le moment, d'autres ONG européennes ne sont pas devant ce problème. Et puis, par ailleurs, même au niveau de la France, on a reçu et lu ce rapport de l'AGAFI qui pose la question très concrète de savoir si les mesures ne sont pas disproportionnées par rapport à ce que sont les ONG et ce qu'elles représentent. Donc, il y a un petit chapitre qui interroge, c'est un rapport interministériel quand même. Voilà, donc il y a probablement une question autour de est-ce que la France ne va pas trop loin? Et c'est vrai que ce point fait peut-être, Thibault, quel est votre point de vue là-dessus, sur cette question plus large de redevabilité, bon, là qui est beaucoup d'actualité avec justement ce cadre-là qui évolue, mais qui était aussi qui a toujours été un petit serpent de mer aussi, cette question de redevabilité croissante. Et finalement, c'est vrai que les observateurs du secteur et les professionnels de l'aide s'interrogent un petit peu de plus en plus, en fait, sur, voilà, c'est un petit peu une alerte, jusqu'où on va sur ce trop-plein de redevabilité. Est-ce que finalement, voilà, on assume d'augmenter des coûts de gestion, mais plutôt pour se border, j'allais dire, comptablement, financièrement, administrativement, parce que c'est autant d'argent qui ne va pas finalement, qui n'est pas décaissé dans l'issue. Donc, est-ce que, bon, ça c'est un point de vue, il y en a d'autres. Quel est le vôtre sur ces questions de redevabilité? Est-ce qu'on va trop loin, j'allais dire, et aussi en termes de milieu des financements qui évoluent, parce que là, on parle de financement institutionnel public, mais vous avez aussi d'autres types de financements qui se mettent en place au niveau du secteur, qui émanent des acteurs privés, qui émanent toutes les pratiques de crowdfunding aussi qui se mettent en place et qui arrivent à lever aussi pas mal d'argent, avec une impression, en tout cas, qu'il y a moins de contraintes de redevabilité. Après, c'est bien sûr au cas par cas en fonction des dispositifs de financement, mais justement avec cette rigidité accrue, j'allais dire, du financement institutionnel public, est-ce qu'on n'est pas là devant un paradoxe en fait? Quel est votre point de vue là-dessus, Thibault? Effectivement, il y a beaucoup de paradoxes dans le monde moderne, mais ça, c'est un autre débat plus philosophique, je dirais. Il faut revenir successivement sur les sujets, sur la France par rapport aux autres pays. Alors, la règle de droit au sein de l'Union européenne est clairement la même pour tous. Nous, on n'estime pas qu'on est dans une dérive de surconformité. C'est vrai que parfois, on peut voir de la surconformité. On voit typiquement sur des banques qui décident de complètement stopper les virements à certains pays parce qu'il y a des régimes de sanctions et ils ont tellement peur d'être visés après aux États-Unis
États-Unis qui commencent complètement à refuser des virements qui peuvent être tout à fait légitimes. C'est vrai que l'UE doit effectivement, la DG FISMA, normalement, qui est effectivement en charge de ces questions à Bruxelles, doit éditer ses propres lignes directrices. C'était prévu pour juin. Nous, on a été consultés comme État membre. Notre retour, c'est que l'Union européenne était plutôt sur une ligne extrêmement proche de celle de la France, mais effectivement, il faudra voir quand ces lignes directrices européennes sortiront, puis on pourra faire ce travail de comparaison. Après, c'est vrai que les retours différents, je pense qu'on peut voir quand nous, on consulte les autres États membres et quand les ONG françaises consultent leurs ONG des autres pays, c'est qu'il n'est pas impossible que dans certains pays, nous, l'État nous dit, si, on a exactement les mêmes clauses dans nos contrats, il faut respecter cette obligation de droit, mais parce que la culture est différente, il se peut que sur la mise en œuvre, il y ait plus de marge, ou en tout cas pour s'acheter entre guillemets la paix sociale, certains États cherche pas trop à vérifier. Ça c'est une possibilité. Je pense qu'il peut expliquer les retours différents qu'on a quand nous on parle avec nos homologues ou quand les OSC parlent avec leurs OSC. Mais je pense en fait, ce débat existe dans tous les pays et voilà, je crois que l'organisation équivalente de Coordination Sud en Allemagne qui s'appelle Venro avait fait sortir effectivement un papier qui a à la fois alerté sur le risque de trop grand contrôle de la part de l'État et en même temps encourager les OSC à avoir leur propre système de conformité interne pour des bonnes pratiques. Donc ça, c'est pour le côté international. Sur effectivement, je dirais, le coût, la compétence. Il y a effectivement, et ça, c'est pas nouveau, une montée, une exigence en professionnalisation, en contrôle, que ce soit sur les anticorruption, la redevabilité, la traçabilité financière depuis maintenant plusieurs décennies, et effectivement qui joue plutôt en faveur des très grosses ONG plutôt que les toutes petites. Alors, les toutes petites qui peuvent mettre en œuvre des micro-projets depuis la France, parfois on peut se demander, je dirais, l'impact que ça a concrètement dans le pays. On peut même se dire que parfois ça a presque un plus gros impact en France en termes de lien social, d'engagement et de solidarité internationale que vraiment de bénéfices dans les pays. Et donc l'enjeu, je dirais, plus pour prendre les OSC de taille moyenne, qui effectivement ont un vrai besoin d'accompagnement. Et ce qui a été pris en compte sur certains de nos dispositifs, je pense notamment l'AFD a développé tout un cycle de formation pour expliquer ce que c'est ces lignes directrices. Aussi l'idée d'augmenter les frais de gestion pour permettre effectivement de prendre en charge ce surcoût, mais effectivement avec cet enjeu que du coup les frais de gestion, c'est avec de l'argent quelque part qui va rester en France, qui ne va pas aller dans le projet, ou effectivement de prise en charge des licences pour ces logiciels de criblage qui permettent en partie d'automatiser ces procédures. L'une des solutions, mais qui ne marchera jamais partout, c'est effectivement d'avancer un tout petit peu plus loin sur la localisation de l'aide. Effectivement, du coup, on fait le virement directement à l'OSC local dans un pays du Sud, et du coup, effectivement, c'est elle qui fera elle-même ce travail de criblage avec des frais de gestion, on va dire entre guillemets, qui vont rester dans le sud, mais voilà, ça ne résout pas le problème, et de toute façon, on ne va pas localiser toute l'aide. Je veux dire, on a la chance d'avoir des OSC et des ONG extrêmement compétentes, avec des bons réseaux en France, et donc on aurait tort de se priver de leur action. Et après, sur la question du financement privé, une remarque. La règle de droit s'impose quelle que soit l'origine du financement. La règle, ce n'est pas que ce soit uniquement l'argent public qui ne doit pas entrer dans des mains de personnes sous sanction, c'est effectivement aucune ressource financière ne doit entrer dans les mains de ces personnes-là. Donc, que l'argent soit d'origine privée, effectivement, ça peut être entre guillemets plus simple et confortable parce que le donateur individuel ou l'entreprise n'aura pas forcément une exigence de redevabilité, de criblage, etc. Mais en tout cas, si pour X raisons, avec un cas de figure où effectivement une partie de l'argent arrive dans des mains de personnes sous sanction, l'OSC aura un problème assez grave. Donc, je dirais que le financement public n'exempte pas du respect du cadre des sanctions, en fait. Mais effectivement, après, de toute façon, les besoins sont tellement grands qu'il y a besoin des financements publics, nationaux, européens et aussi d'entreprises privées, de la générosité. C'est important, mais ça ne règle pas nécessairement le problème, en tout cas du point de vue du droit. Je vais vous relayer deux questions du public. Là, une question d'un monsieur qui parle de transfert du risque finalement. Est-ce que finalement, on n'est pas là dans une déresponsabilisation de l'État dans la lutte contre le terrorisme et donc une espèce de transfert, si vous voulez, de compétences ou de contrôle en tout cas
au plus près de l'action, donc ce qu'on peut comprendre en termes de logique, mais est-ce qu'on n'est pas là dans un transfert finalement vers les acteurs de la société civile et en fait une tentation de criminalisation des organisations locales. Alors, là, c'est cité dans la question, hein, avec un seuil financier d'obligation de criblage à 1 euro, n'y a-t-il pas une dérive, justement, de ça? Voilà, je la pose aux deux, hein, vous pouvez tout à fait réagir. Ouais. C'est un des arguments que nous avons apportés au sein de Coordination Sud pour contester le criblage. Tout à l'heure, quand je disais ce n'est pas notre métier, ce n'est pas simplement parce que on pose la question de compétences à faire, c'est parce qu'on considère par principe que ça n'est pas notre métier, que c'est celui de l'État de faire ce contrôle. Et que le fait de transférer le risque et cette activité sur les organisations, sur les ONG, dénature ce que nous sommes intrinsèquement. Donc, j'entendais Thibault répondre en termes de soutien, de formation de logiciels, mais en tout cas, pour nous, ce n'est pas là qu'est le sujet. Le sujet, c'est est-ce que c'est aux ONG de faire ce travail de criblage. Et bien évidemment, la question du premier euro a été posée en boucle depuis le début des négociations. Pour répondre sur l'accusation, entre guillemets, de déresponsabilisation, il y a deux manières d'y répondre. Il y a d'une part la lutte contre le terrorisme et l'affaire de tous, je veux dire, des citoyens jusqu'au pouvoir public, hein, si on veut avoir un succès là-dessus. Maintenant, il y a de multiples manières de lutter contre le terrorisme, effectivement. Il y a clairement le développement en fait partie. C'est pour ça que la France a augmenté lors des dernières 5 années son aide au développement global, y compris celle qui a doublé celle qui transite par les OSC. Donc ça, c'est important. Après, il y a aussi, si l'État faisait ce criblage pour le compte des OSC, ça veut dire qu'il faut rentrer assez profondément dans le mode de gestion et de fonctionnement de l'OSC, il faut récupérer les listes, ainsi de suite. Clairement, là, on rentre dans de l'ingérence du travail des OSC et je ne suis pas sûr que les OSC souhaiteraient qu'on en arrive là. Autre chose, quand je parlais de seuil de 1 euro, c'est effectivement dans l'idée des juristes, voilà, le criblage, c'est partout, tout le temps, dès, je dirais, le premier centime l'euro. Les seuils qu'on a réussi à négocier dans ligne directrice, on est sur je crois, 100 euros pour certains biens, 50 euros par mois pour des paiements réguliers, etc. Donc voilà, on a réussi à aller un peu au-delà pour effectivement avoir des choses, même si ça reste effectivement un énorme défi qui reste de l'ordre, on a réinjecté un peu de sens pratique dans la règle du droit. Mais, alors, j'ai une autre question que je vous relais. Donc, ça va un petit peu en lien avec ce que vous avez dit, hein. Au niveau du criblage, est-ce que effectivement, on peut se poser la question, j'allais dire l'alternative, c'est d'ouvrir en gros les listes, hein, à des contrôles d'État, je veux dire pourquoi pas, mais après, est-ce que ce sera réaliste ou pas, et on anticipe aussi bien entendu des résistances aussi. Donc au niveau des contrôles RGPD, au niveau d'enquêtes éventuelles externes menées par un prestataire extérieur pour justement s'assurer qu'il n'y ait pas de personnes apparentes sur les listes de sanctions. Est-ce qu'il y a des alternatives en fait à ces logiciels de criblage qui ont été à un moment donné mis sur la table, ou est-ce que c'est une monosolution en fait qui a été pensée? En tant qu'ONG, on a proposé des alternatives, hein. Et effectivement, aujourd'hui, le travail d'évaluation régulier, le travail d'expertise de nos partenaires, la possibilité d'audit, etc.,
sont tout un tas d'éléments qui, dès le début, ont été évoqués s'il s'agit de renforcer l'évaluation des risques qui est déjà effectuée par nos partenaires localement, quoi, hein. Il y a déjà une volonté à travers les villages où on est présent, à travers les modalités d'intervention, etc. Pour les ONG de développement, on l'a bien vu, c'est très différent quand on est dans des pays en guerre avec des pays où il y a un terrorisme accru et où on est obligé d'apporter de l'aide humanitaire avec des sommes beaucoup plus conséquentes souvent. On évoquait actuellement l'Ukraine et le budget, mais là, on se trouve devant des principes éthiques d'aide humanitaire de toute façon. La question ne se pose pas. On soigne toutes les personnes qui se présentent à nous, on apporte les aides d'urgence quand la vie est en danger, quoi, hein. Donc, pour ce qui concerne les ONG de développement, on est souvent sur des plus petits budgets attribués. Donc, voilà, donc effectivement, on peut dire il y a un risque en termes de soutien aux terroristes quand on apporte 50 € sous prétexte d'un petit projet local à une personne qui potentiellement pourrait être attachée à Al-Qaïda ou autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est à ce niveau-là? Donc, nos partenaires locaux sont attentifs, ils connaissent leur territoire. Ils savent déjà beaucoup identifier tout ça. On peut encadrer peut-être un peu davantage, mais on pense que les mesures sont inadaptées. Peut-être juste pour compléter sur le fait que ce n'est pas la fin de l'histoire. Alors déjà, effectivement, on aura la décision du Conseil d'État à la fin de l'année. Bien malin qui sait ce qui sera décidé. Il y a aussi dans la ligne directrice l'idée qu'il y a une clause de revoyure au bout d'un an, où ça permettait d'en faire un premier bilan. On saura la masse de projets qui est exemptée. Est-ce qu'il y a effectivement des solutions plus pratiques qui peuvent être mises en place? L'idée, c'est que le dialogue va continuer. Parce que clairement, le sujet ne va pas disparaître de lui-même. Et là-dessus, le but, c'est de continuer à dialoguer avec les OSC. D'essayer de concilier l'impératif de pouvoir aider l'aide humanitaire ou même le développement, qui est tout aussi essentiel que l'aide humanitaire, même si elle n'ouvre pas, entre guillemets, les mêmes exemptions. Et puis, effectivement, le respect de ces règles de droit. C'est trop tôt pour un bilan, hein, Thibault. À 6 mois, vous n'avez pas encore de visuel. Non, parce que même d'ajustement en termes de programme, etc. Il y a des choses qui sont notées C'est depuis le début de l'année, sachant que c'est mis en œuvre aussi progressivement sur certains dispositifs, que il n'y a pas que les OSC qui doivent s'adapter, les services de l'AFD, les services de l'État, et aussi on doit former nos ambassades qui aussi font du financement de projets sur place, donc tout ça prend du temps. Ce qu'on sait, c'est que les lignes directrices ont permis de débloquer quelques projets à l'AFD, en gros des projets qui étaient bloqués parce qu'effectivement, l'AFD imposait le criblage des bénéficiaires finaux, que du coup, l'association, le porteur du projet, dans ces conditions, refusait d'aller de l'avant. Et du coup, les lignes directrices ont permis de dire que tel ou tel projet pouvait être exempté du criblage des bénéficiaires finaux. Donc, ça a permis de débloquer des projets. Donc là-dessus, entre guillemets, sur certains projets, il y a un impact positif à cause de la clarification de ces questions d'exemption pour les zones grises, de stabilisation, Nexus, ainsi de suite. Pour d'autres, effectivement, il y a des nouveaux enjeux et ça peut amener certains à repenser. Mais notre sentiment, c'est vraiment qu'il y a quand même énormément de projets qui vont être exemptés du criblage des bénéficiaires finaux. Plusieurs organisations de la société civile craignent que donc cette recrudescence de normes finisse finalement par tuer les petites structures. Ça, c'est une réelle crainte du secteur qui est relayée par plusieurs entités. Et également tue le fameux droit d'initiative auquel, c'est vrai, le secteur est très attaché. Manuel, peut-être je me tourne vers vous. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'on ne surestime pas est-ce que cet assassinat, j'allais dire présumé, est-ce que ce n'est pas exagéré, entre guillemets? Quel est votre point de vue et puis votre expérience aussi avec les partenaires du CCLD? Oui. Moi, ce que je dirais, c'est que déjà aujourd'hui,
s'engager sur un partenariat avec l'AFD, par exemple, sur un projet cofinancé, ça demande un énorme travail de professionnalisme pour nous et pour les organisations des sociétés civiles qu'on accompagne. Ça demande de pouvoir monter des dossiers, ça demande de pouvoir avoir les règles de gestion, ça demande de pouvoir appliquer des cadres d'évaluation, des mesures d'impact, etc. Enfin, toutes choses que l'on connaît. Ça demande aussi une solidité financière. Sur certains projets, entre le moment où ils démarrent, où il est nécessaire de le faire démarrer, l'arrivée de l'argent de l'AFD, par exemple, il y a un gap de temps. Si on veut démarrer, ça veut dire que l'ONG accepte de financer. Même tout ça, ce sont des processus qui mettent déjà en tension les ONG de taille moyenne. Je suis d'accord avec Thibaut, ce n'est pas les toutes petites qui sont concernées, c'est des organisations de taille moyenne. Et pour entendre certaines organisations, ce n'est pas notre cas, nous on a le privilège d'avoir les reins suffisamment solides pour pouvoir assumer tout ça, d'avoir des équipes, etc. Et on appartient plutôt à la tranche des ONG de taille importante, on va dire. Donc, effectivement, elles sont déjà en tension naturellement dans ce type de partenariat qui est pourtant nécessaire pour la conduite du projet. Donc, effectivement, l'augmentation des normes, c'est autant de risques qu'elles ne puissent pas suivre. Et moi, j'avais un petit désaccord avec Thibaut sur l'impact de ces organisations dans le monde des ONG, comme dans le monde des entreprises. On a nos startups. On a des ONG qui démarrent à petite taille ou taille moyenne et qui, grâce à des financements institutionnels, vont grandir. On en a vu certaines apparaître dans le paysage, apporter une dimension nouvelle, apporter une créativité nouvelle et enrichir la solidarité internationale. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Elles n'apportent pas simplement, certaines, effectivement, elles ont une importance dans ce qu'elles apportent en termes de cohésion sociale et d'engagement solidaire, mais il y en a d'autres qui ont véritablement des intuitions qui manqueraient dans le paysage de la solidarité internationale si ces nouvelles normes les empêchaient de continuer à croître. Voilà. Il y a d'autres risques. Il y a des risques pour les organisations de taille importante qui se sont énormément développées en étant financées par les pouvoirs publics sur des projets de cofinancement. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière étude d'Argent-Asie qu'on a travaillée. Magali, tu la connais, mais enfin, on a travaillé avec l'AFD. Le résultat montre qu'il y a des ONG qui ont cru énormément ces dernières années avec beaucoup plus d'appui de financement institutionnel. Donc, cette croissance, elle est due à une part importante de leur économie basée sur les financements institutionnels. Qu'est-ce que ça interroge sur leur devenir et leur nature réelle? Là aussi, nous, on a le confort de n'être financé que à 20% de notre budget et avec cette logique de monter les projets avec nos partenaires locaux, c'est-à-dire que c'est un financement d'abord de nos partenaires. Donc, on a encore ce privilège dans les ONG qui sont sur du financement privé. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour des ONG qui sont à fort financement que de voir les normes augmenter? Est-ce qu'elles auront encore le temps de l'innovation, de la créativité et est-ce qu'elles auront encore, ou est-ce qu'elles deviendront d'une certaine manière plus administratives, plus parapubliques? Oui, le terme est bon. Donc, pour nous, CCFD, c'est une question parce que on est en alliance avec ces organisations au sein de Coordination Sud dans des collectifs et on a besoin d'un réseau d'organisations de solidarité solide pour être en interaction avec l'État, pour interroger les politiques publiques de développement,
pour être de temps en temps le poil à gratter des pouvoirs publics, pour jouer notre rôle de société civile. Là, il y a un enjeu de démocratie qui est fort. Donc, l'augmentation des normes peut mettre à mal la force et la capacité des ONG de jouer leur rôle par rapport à la politique de coopération. Le troisième niveau d'inquiétude pour moi, je suis inquiète pour l'État lui-même. Magali, tu l'évoquais, si le niveau de contrainte est trop fort, à terme, il y a des ONG qui auront tendance à aller chercher d'autres partenaires. Absolument. Et des partenaires privés. Ça, j'en suis convaincue. C'est déjà des questions qui traversent notre milieu. Même si, bien sûr, on est redevable d'une bonne utilisation de l'argent vis-à-vis de nos donateurs, vis-à-vis de la société, etc., si ça ne s'exprime pas dans des normes, des contraintes, le screenage des bénéficiaires ou des choses comme ça, on continuera nos prises de risque, parce que des prises de risque, on en prend, elles sont raisonnées, elles sont travaillées, elles sont dans une volonté de professionnalisme. Or, voilà, nous, on est des experts de la résilience quand même. Et cette expertise de la résilience fait qu'on peut continuer notre action, quoi qu'il en coûte. Et on la continuera autrement, avec beaucoup de regrets, si ça ne peut pas se passer sur de la coopération avec les pouvoirs publics. C'est une aventure commune qui se délitera. Et pour moi, c'est un grand paradoxe avec ce que l'on a vu heureusement se passer ces derniers temps. Il y a un double paradoxe, encore un paradoxe par rapport à la volonté de l'État d'augmenter l'aide qui va vers les ONG. C'est un des éléments heureux de la dernière loi de programmation. Et l'autre paradoxe, c'est de vouloir développer la localisation de l'aide. Ces normes augmentées ne sont pas compatibles avec un travail de délocalisation de l'aide, parce que nos partenaires, d'abord en termes d'image de l'État, en termes de contrôle, en termes de pression, etc., ce serait désastreux. Ce serait vraiment désastreux. Moi, le terme peut vous paraître exagéré, mais c'est une nouvelle forme de colonisation à travers ces niveaux de contrainte et de redevabilité qui traduisent une méfiance en même temps. Donc, à mon avis, ça ne va pas de pair. Voilà ma triple inquiétude. Thibault, vous souhaitez réagir? Alors, pas sur tout, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de densité. Et là, on sent que c'est l'expérience qui parle. Effectivement, moi, je n'ai pas tout ce bagage dans le monde du développement. Peut-être juste sur la réflexion sur le colonialisme. Il y a quand même de plus en plus d'OSC au Sud qui arrivent maintenant effectivement à accéder à des financements européens, des financements de USAID, financements français, donc qui ont développé une certaine compétence. Alors, ce n'est pas la majorité, c'est sûr. Souvent, les bailleurs internationaux vont sur les 4-5 même dans un pays, mais ça montre qu'il y a vraiment ce potentiel de croissance. Et on sent parfois effectivement que dans le jour, de toute façon, il n'y aura jamais 100% de localisation de l'aide, c'est ni possible ni souhaitable, mais on sent parfois souvent, et parfois on l'a nous aussi au ministère, ce réflexe de dire oui, mais les organisations du Sud ne sauront pas faire, c'est contraignant, c'est trop difficile, elles ne pourront pas, etc. On a besoin de les accompagner. Et on sent que parfois, côté OSC du Nord, qui pourtant ont vraiment un partenariat extrêmement fort avec ces ONG, la localisation soit peut être vue comme un risque, effectivement, qu'une partie de l'argent part directement au Sud, et si, entre guillemets, le gâteau ne grandit pas, il puisse y avoir effectivement moins de projets financés des OSC du Nord, ou aussi, parfois, on voit que certaines OSC du Nord, et encore, ce n'est pas le cas du CCFD, ont parfois du mal, effectivement, complètement basculer le pilotage du projet directement à l'OSC du Sud. Et quelque part, il y a une part de pari là-dessus, c'est évident, et on ne peut pas prendre n'importe quel OSC au Sud, lui dire, bon, ben voilà, on vous donne 5 millions d'euros, il y a telle et telle règle, faites-le, ça prend du temps. Là, on travaille notamment sur un projet, en fait, qui va être mis en œuvre avec l'AFC et le LABES, qui est un incubateur et une association tunisienne,
qui avaient l'habitude de faire du soutien des micro-projets, mais pas juste du financement, vraiment de l'accompagnement des porteurs. Et là, on va passer ça à l'échelle et du coup, ils vont créer un réseau de 4 structures intermédiaires de mémoire: Mauritanie, Maroc, Tunisie et Jordanie, qui vont être effectivement des structures qui vont recevoir des financements directement de l'AFD pour faire du financement de micro-projets et de l'accompagnement, avec l'idée que ces structures-là vont pouvoir petit à petit grandir, aller accéder directement de l'argent à des bailleurs, nouer des partenariats aussi avec des OSC du Nord. Voilà, où on essaye effectivement de les mettre en avant, de les faire gagner en compétences. Parce que je veux dire, et je pense que Manuel le sait mieux que moi, les gens au Sud, ils ne sont pas moins intelligents que nous, ils ont des ressources, etc. Il peut y avoir parfois des manques de moyens, mais clairement, il y a des choses qu'ils maîtrisent clairement. Et je dirais que le vrai danger pour elle en ce moment, ce n'est pas tant, ou pas seulement en tout cas, les conformités, les normes qui s'augmentent, c'est le rétrécissement de l'espace civil au Sud, de plus en plus de pays qui limitent la possibilité de recevoir des fonds de l'étranger. Et on sait que c'est aussi difficile pour nous, parce qu'on a aussi quelque part une injonction à faire de la localisation dans des pays où de plus en plus l'environnement juridique local est complètement hostile au fait que des bailleurs du Nord puissent financer. Donc ça, c'est effectivement un défi assez compliqué. Sur la question effectivement des petites OSC qui font les grandes OSC de demain, et c'est vrai, on a régulièrement des exemples et j'espère que ça continuera. C'est vrai que les dispositifs de l'AFD, forcément, il y a un ticket d'entrée assez élevé. Mais l'AFD finance aussi, que ce soit l'Agence des micro-projets ou le dispositif du Forum, qui est l'organisation des organisations de solidarité internationale issues des migrations, qui permettent de faire du micro-projet. Effectivement, après, c'est voir comment est-ce qu'on arrive à aider certaines des petites associations à grandir, et après à pouvoir accéder directement à un financement, soit d'un type standard de l'AFD, soit d'un autre bailleur ou d'une fondation privée, sachant que toutes les petites ne sont pas amenées à grandir. Je veux dire, quelque part, il y a aussi soit certaines qui ne veulent pas grandir, ceux qui n'ont pas les capacités. Il faut aussi avoir un système de, je ne vais pas parler de darwinisme, mais effectivement, toutes n'ont pas les épaules suffisamment grandes. Ce qu'on voit aussi, c'est que sur l'engagement, je dirais, de la jeunesse, la nouvelle génération a parfois un engagement qui passe peut-être moins par l'associatif, le formel, et qui est plus par l'entrepreneuriat social, plus quelque part une aventure individuelle ou de quelques amis, plutôt une aventure d'un collectif, d'une association. Faut voir effectivement si c'est une tendance passagère, si ça va rester. C'est aussi ce type de modèle auquel il faut pouvoir s'intéresser. Accompagner, sachant aussi que c'est souvent en fait, des entrepreneurs qui veulent recevoir plus sur du crowdfunding, des financements de fondations privées. C'est aussi des choses sur lesquelles on travaille. Quand le CNDSI a mis en place un groupe de travail sur les fondations pour voir comment est-ce qu'on peut aussi aider les fondations françaises, qu'elles soient d'entreprises ou pas, à aussi davantage investir dans la solidarité internationale. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en gros, selon nos chiffres, il n'y aurait que 5% en fait, des fonds investis ou donnés par les fondations françaises qui vont vraiment faire de l'international. Tout le reste, c'est en France. Donc, il y a aussi effectivement comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir les fondations privées comme un nouveau financeur, avec tant les avantages et les inconvénients que ça représente, comme disait Emmanuel. Donc, il y a effectivement énormément de chantiers sur lesquels voilà, on doit réfléchir collectivement, que ce soit directement avec Coordination Sud, au sein du CNDSI, en échangeant aussi avec les autres pays du Nord, mais pas seulement du Nord, aussi du Sud. Moi, j'ai une question un peu plus philosophique, j'allais dire, au niveau de l'influence européenne, pour le coup, occidentale plus largement. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop poussif là, sur ces questions de normes? Parce que je reprends ce qu'a dit Manuel, hein, la question de finalement, si ça devient trop contraignant, ben on va se tourner peut-être ailleurs. Et je reprends la remarque hein, qui disait que on était désolé finalement pour l'État français, pour l'État peut-être, enfin les États européens également. Il y a d'autres pays qui ont, on le sait, hein, moins de contraintes et qui utilisent aussi hein, l'aide au développement comme des leviers aussi de soft diplomatie, j'allais dire, puis des leviers d'influence. Est-ce que c'est un réel risque au vu des volumes ou est-ce que les volumes, j'allais dire, restent plutôt marginales et j'allais dire, ce n'est pas sur ce terrain-là que ces luttes d'influence vont s'exprimer. Ça, c'est une réelle question, moi en tout cas, que je me pose et que je vous pose. Donc.
aujourd'hui, sur le terrain, on voit déjà un certain nombre de pays ultra présents en matière de coopération. Il y a effectivement des questions, enfin, on a été amené à en parler avec le MAE de géopolitique de l'aide, quoi, hein, qui sont réelles et effectivement, la question, enfin, moi je la trouve légitime, mais peut-être que c'est plus à Thibault de répondre. Après, on est un pays, et je pense pas forcément tous les pays européens ont le même modèle, mais d'avoir une aide voilà, qui n'est pas liée, comme certains d'autres pays peuvent le faire, que ça va être en échange de contrats. On est aussi un pays qui, alors là pour le coup, par rapport à d'autres États européens, était peut-être un peu moins en avance sur le partenariat avec la société pour mettre en œuvre son aide au développement. Depuis une dizaine d'années, on est en train de rattraper ça, mais il y a encore du chemin à faire. C'est aussi une spécificité de l'aide des bailleurs, je dirais, du Nord, d'aussi investir dans la société civile et non pas de miser tout sur l'État, d'avoir aussi effectivement des conditions qui peuvent être voilà, sur la démocratie, sur l'égalité homme-femme dans la mise en œuvre des projets, maintenant effectivement sur la question climatique, sur la mise en œuvre des projets, que d'autres pays peuvent ne pas avoir. Alors oui, il y a une concurrence. Après, est-ce qu'il faut renoncer à ces valeurs, renoncer aussi avec l'idée que l'aide n'est pas là uniquement pour fortifier les relations d'État à État ou avoir en échange des concessions minières, ainsi de suite, mais vraiment être là pour appuyer la société civile. Voilà, je pense qu'il y a effectivement cette concurrence. On n'est pas naïf, on sait. Après, voilà, on n'est pas non plus obligé de se battre avec les mêmes armes parce qu'elles ne respectent pas nos valeurs, en fait. Mais effectivement, voilà, le fil est toujours un petit peu ténu. Euh, Sur le fond, je veux dire, tous les pays sont légitimes à avoir une aide publique au développement. Et pendant des décennies, la France était un peu, et l'Union européenne était la seule à effectivement s'occuper des projets de développement en Afrique. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui viennent. Et donc, c'est effectivement aux États, notamment africains, d'en tirer le maximum, mais effectivement d'être sûr que les contreparties ne soient pas, je dirais, plus bénéfiques, ou en tout cas à sens unique. Alors moi, je me permets une question pour Manuel, parce que je sais que le CCFD intervient enfin, notamment au Sahel. Hein, vous avez plusieurs activités au Sahel, et notamment dans le domaine du dialogue interreligieux. Alors une question de béotienne, hein, mais pour le coup, comment est-ce qu'on arrive à concilier, enfin, comment est-ce que vous, dans votre pratique, vous arrivez à concilier ce type d'activité avec les mesures cotères, donc antiterrorisme, etc. Voilà, est-ce que, enfin, je ne parle même pas de paradoxe là, mais comment vous faites de manière très concrète pour concilier, j'allais dire, cela? Merci de la question. Au Sahel et dans des pays d'Afrique centrale, effectivement, le CCFD, depuis un certain temps, favorise, soutient des initiatives qui vont dans le sens du dialogue interreligieux et par voie de conséquence de la recherche du vivre ensemble et de la paix. Donc, pour nous, c'est typiquement ce type d'action qui participe à la lutte contre le terrorisme. Si j'en parlais là, juste avant de venir avec une collègue sur le Mali, où on est engagé sur un projet de développement des médias indépendants et de circulation d'informations. Moi, j'étais au Mali là, juste avant le Covid, où on faisait travailler dans la région de Caille des jeunes chrétiens, musulmans, ensemble sur des radios locales, des radios libres, voilà, sur des projets culturels. Et c'était vraiment des beaux espaces de compréhension mutuelle et d'apprentissage du respect et du vivre ensemble. Je n'ai pas d'autre manière de le dire. J'avais un autre exemple à vous citer un peu dans le même esprit qui est au Tchad, où on soutient depuis un certain nombre d'années des réseaux de jeunes pour la promotion de la paix. Et dans ce cadre-là, on a ouvert des débats dans la société civile sur la laïcité est-elle une solution au contexte multiculturel, l'islam, la démocratie,
le christianisme, démocratie et droits humains, est-ce que religion doit nécessairement se conjuguer avec violence, etc. Et donc, des groupes d'associations de jeunes travaillent ensemble sur ces questions et ont pu dialoguer dans différentes villes du pays et dialoguent sur cette question avec les évêques, avec l'imam de la grande mosquée de Djamena. Voilà, ces projets-là, ils participent à autre chose que la montée des fondamentalismes, hein. De la même manière, on a contribué et on contribue encore à de la formation à la connaissance des autres religions au Cameroun dans les écoles coraniques pour permettre aux jeunes qui fréquentent ces écoles de connaître ce qu'est la religion chrétienne et de pouvoir aussi appréhender les possibilités de travail et de collaboration. Pour moi, intrinsèquement, tout ça participe à la lutte contre le terrorisme. Après, si parmi ces jeunes, certains, je ne peux pas vous garantir que parmi ces jeunes qu'on accompagne, que les organisations locales accompagnent, il n'y a pas certains qui sont tentés par des réseaux djihadistes aujourd'hui. Et c'est bien pour pouvoir les rejoindre avant qu'il y ait une bascule, on va dire, on intervient. Mais il y a une prise de risque. Est-ce qu'on ne fait pas autre chose dans certains quartiers en France et dans le cadre de la sensibilisation des jeunes? Voilà. Donc, pour moi, ça devrait être totalement compatible. Ce ne sont pas des projets qu'on va présenter aujourd'hui pour le financement institutionnel, bien évidemment. Après, du dialogue interreligieux, le ministère en finance sans aucun souci, parce qu'effectivement, c'est extrêmement important. Typiquement, sur des projets de dialogue interreligieux, on a du dialogue, donc c'est quand même assez rare d'avoir des transferts monétaires. On peut imaginer que de temps en temps, il y a des frais de transport qui soient pris en charge. En tout cas, on reste sur un nombre de personnes assez limité. Les zones en plus qui sont évoquées au Sahel, clairement, ce sont des zones de crise et donc où il y a une énorme probabilité d'exemption. Et je dirais même, en raison presque par l'absurde, il y a même dans les règlements européens sur les sanctions la possibilité de faire des exceptions, parce qu'on peut imaginer dans des cas extrêmement rares qu'il y a un intérêt ou en tout cas besoin pour mener à bien un projet tout à fait pertinent de devoir à un moment financer une organisation, soit parce que c'est un intermédiaire indispensable, ainsi de suite. Et tout ça, alors ça doit être effectivement, c'est extrêmement rare et c'est validé par l'autorité nationale compétente qui se trouve être Bercy. Donc c'est possible. Donc, très sincèrement, je ne pense pas que la question du criblage fasse obstacle à la poursuite de projets extrêmement importants du dialogue religieux, y compris sur financement public. Ok, merci en tout cas de cette clarification, Thibault. Je me permets de vous relayer une question du public. Donc, par quelles autorités et sous quel visa, c'est le mot qui est employé, les organisations de la société civile seraient condamnées en cas de manquement aux obligations de gel des avoirs? Donc, c'est Bercy, Thibault, quelle est la procédure en fait de sanction en fait? Alors nous, on est l'exécutif, donc on ne condamne pas. C'est uniquement, effectivement, s'il y a une procédure judiciaire. Et effectivement, dans ce cas-là, l'OSC, ce serait au juge de décider si effectivement il y a eu enfreinte au droit qui s'impose à la France, qui est effectivement les règlements de sanction. Ce n'est pas une sanction. Après, s'il y a ça, on peut imaginer que ce sera difficile pour les pouvoirs publics de refinancer à nouveau cette organisation, oui. Mais en tout cas, ce n'est pas le ministère ni Bercy qui prend la sanction. Ce serait effectivement quelque chose qui saisirait le juge. Pour le coup, qui saisirait le juge? Quelle institution saisirait le juge? Ce serait… Écoutez, la Joker, j'avoue, voilà, je ne suis pas un expert de ce sujet-là, donc je ne préfère pas répondre, plutôt vous dire des bêtises. Non, je vous en prie, c'est une question donc, qui est posée sur le chat. Alors, je me permets de
de vous relayer aussi une autre question. Alors, c'est au-delà des questions de faisabilité du criblage, c'est une question de principe d'intervention qui se pose, on en a parlé. Ce qui questionne, c'est la prévalence des enjeux sécuritaires sur les objectifs de l'aide. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est là la doctrine qui prévaut maintenant dans les mécanismes français de solidarité? Donc, est-ce que le sécuritaire prime sur le solidaire, voilà, si je dois résumer. Spécifiquement sur la question du criblage, on est moins sur une question de sécurité ou de risque terroriste que de respect du droit. Voilà. Il y a ces règlements de sanctions qui imposent de ne pas mettre à disposition des fonds à telle personne physique ou telle personne morale. Donc, la question, c'est de respecter cette norme-là. Après, la France fait partie des pays, alors on peut imaginer que l'équilibre varie, mais qui continue inlassablement à dire que la réponse au terrorisme n'est forcément pas uniquement sécuritaire, que le sécuritaire, que ce soit militaire ou policier, a sa place à jouer, mais que les enjeux du développement, de la démocratie sont fondamentaux, et c'est aussi pour ça qu'on demande le soutien aux organisations de la société civile. Après, je dirais que c'est plus une question de perception, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y a du tout sécuritaire en France parce qu'on continue à avoir une politique de développement ambitieuse avec des financements qui vont en hausse, un plaidoyer dans les organisations internationales, des démarches aussi en bilatéral pour sensibiliser au respect des droits humains. Mais voilà, après, je dirais que là, on rentre plus dans des loges jugements de l'ordre individuel ou du politique. En tout cas, on ne peut pas accuser la France. Peut-être que le curseur bouge à travers les époques, ça dépend aussi de l'opinion publique. On peut se faire des références au débat sur le supposé droitisation de l'électorat en France. Voilà, tout ça rentre en jeu. Mais en tout cas, sur la politique étrangère qu'on suit, ce qui est mon domaine, je ne parle pas de la politique intérieure en France, que je ne suis pas compétent, on garde toujours effectivement ces deux piliers qui sont les seules solutions de trouver des solutions, des réponses à long terme aux enjeux du terrorisme. Et je vous relais une autre question, alors là spécifiquement sur le Mali, qui fait écho au dernier exemple cité par Manuel. Donc voilà, compte tenu du blackout conduit par les autorités actuellement, pour le coup, le développement des actions dans ce pays, au-delà, j'allais dire, du caractère religieux ou non religieux, si vous voulez, de l'activité, est-ce que c'est encore compatible? Peut-être Manuel aura plus de réponses sur le retour du terrain. Effectivement, le but, c'est de ne pas mettre en péril les personnes qui mènent des projets de développement humanitaire. Les personnes qui mettent en place des projets de développement aujourd'hui sont en difficulté et en danger de fait et elles continuent leur action. Au Mali et dans toutes les zones géographiques du Mali, elles sont au plus proche du terrain et elles continuent d'agir malgré les risques. On a des échos continus de nos partenaires. On sait qu'il y a eu des partenaires qui ont perdu la vie. Voilà, dernièrement, l'un d'entre eux à Caille. Voilà, donc on sait qu'il y a des menaces. L'année dernière, au Sénégal, on a un partenaire qui s'est, dans un centre d'accueil de migrants, qui s'est fait enlever. Voilà, ce ne sont pas les humanitaires occidentaux, mais les partenaires locaux sont bien là et prennent des risques dans tous les pays du monde. Et la criminalisation des acteurs, pour nous, c'est devenu un vrai sujet, un sujet de tension, un sujet émotionnel fort pour nos équipes, parce que ce sont des amis qu'on voit en péril, de protection des acteurs. Tout ça, effectivement, on travaille dans ce contexte-là. Et je pense que c'est parce qu'on travaille dans ce contexte-là que l'augmentation des normes, pour nous, est d'autant plus difficile à accepter. Donc, aujourd'hui, les chargés de mission du CCFD, on ne se déplace plus, on les rencontre à Bamako. Et donc, notre relation avec eux, elle est forcément basée sur la confiance des actions de terrain. On n'a plus beaucoup de possibilités dans un certain nombre de pays d'aller dans
dans les villages. Donc, c'est tous ces liens tissés au fil des années avec nos partenaires qui nous permettent de continuer malgré tout de les soutenir dans la confiance et dans la confiance de ce qui nous rapporte des résultats, des actions menées, etc. etc. Voilà ce que je pourrais dire. Et après, effectivement, au Mali, on a mis en ligne le rapport qu'on a fait en consortium d'ONG. Pour nous, la question de la lutte contre le terrorisme, ça passe par un vrai changement de paradigme et on interpelle beaucoup, notamment la politique française. Transmis notre rapport sur des pistes concrètes pour le soutien à des mécanismes démocratiques, pour la protection des droits humains, pour le respect du droit international, voilà, etc., pour aussi conduire une politique de financement, de faire en sorte de soutenir l'émergence d'un véritable État démocratique dans toutes ses dimensions et donc soutenir la société civile qui le réclame fortement. C'est ça l'avenir et malgré tout de continuer à soutenir cette société civile. Et vu du Sud, Manuel, pour le coup, ces questions de redevabilité qui sont beaucoup discutées en France et en Europe, vu du Sud, quelle est votre impression avec les partenaires que vous avez dans le Sud? Est-ce que pour le moment, j'allais dire, est-ce qu'il y a une conscience de tous ces enjeux-là, de tout ce qui va leur tomber sur la tête, entre guillemets, en termes de transfert, pour le coup, de responsabilité, entre guillemets? Est-ce qu'il y a déjà certaines pratiques, certaines modifications dans la façon de documenter, etc. Ou est-ce que l'impression est encore que les ONG du Nord font tampon? Je pense que, bien sûr, il y a une variété de situations aussi, mais quel est votre ressenti par rapport aux partenaires du CCFD, par exemple? Qu'est-ce que vous constatez? Alors, si Saïd avait été là, il aurait pu le dire, parce qu'effectivement, vu du Sud, il y a différentes ONG. Et tout à l'heure, Thibault disait, il y a des organisations locales qui n'ont plus besoin de nous pour aller chercher des financements, qui vont directement, qui sont capables de monter un dossier, etc. Bien évidemment, et on en a quelques-unes dans nos partenaires qui aujourd'hui, de ce fait, ont conscience, elles, de ces nouvelles normes parce qu'elles sont en veille ou parce qu'elles suivent les politiques et elles s'inquiètent fortement. Pour les autres, avec lesquels on travaille, et notre volonté de CCFD, c'est de renforcer les compétences de nos partenaires, notamment par l'instrument de financement institutionnel, où on les accompagne pour petit à petit être capables de gagner en autonomie. Donc, effectivement, on est à 100% pour la localisation de l'aide et on va accompagner des organisations moyennes qui vont être capables de se saisir de la possibilité de monter un dossier, de le monter avec nous, de construire les plans budgétaires ensemble, etc., 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 jusqu'à ce que d'année en année, ça leur soit de plus en plus facile. Pour toutes celles-là, nous, on joue tampon, on n'ose pas dire ce qu'il en est de l'augmentation des normes, parce que je crois qu'elles ne comprennent pas. Donc, du côté du ministère, Thibault, est-ce que vous constatez avec les ONG, si vous financez certaines ONG du Sud, etc., est-ce qu'il y a une certaine, j'allais dire, sensibilisation déjà à ces questions de redevabilité accrue? Est-ce que vous constatez des changements de pratiques ou pas encore? Le retour qu'on a beaucoup de nos postes, effectivement, la majorité du financement qui est directement fait aux OSC du Sud sont gérés par les ambassades. En fait. Soit elles ont un budget d'intervention propre, soit elles postulent sur des programmes qu'on appelle FSPI PISCA,
qui leur permet généralement d'avoir un budget sur 2 ans, sur une thématique particulière, de financer directement des ONG. Jusqu'à présent, c'était beaucoup par appel à projet ou de l'accompagnement de la formation des ONG locales. De plus en plus, on se dirige pour essayer peut-être d'en accompagner un peu moins, mais faire du financement de structures, parce qu'on voit très bien que la course incessante au projet pour ces OSC, elles essayent d'enchaîner d'un projet à un autre, du coup, essayent de répondre plutôt aux priorités des bailleurs qu'à leur vrai corps de métier ou les priorités du terrain, et quelque part, elles n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, à donner une visibilité à leurs employés. Donc, on est en train de voir, et ce n'est pas simple, parce qu'il y a eu beaucoup, effectivement, cette tendance du pouvoir public de vouloir faire que du projet pour éviter de financer des trucs qui ronronnent, ainsi de suite. Et donc là, on est en train d'essayer de réinverser cette tendance pour effectivement leur permettre de leur donner un peu de visibilité, de pouvoir en développer leur projet, s'équiper en matériel informatique, développer des compétences pour ensuite être en mesure d'aller chercher les bailleurs qui correspondent vraiment à leurs priorités. Et ça, bien sûr, ça va faire du temps. Et il y a effectivement clairement cet enjeu pour s'habituer aux normes. Alors, un gros bailleur en Afrique, c'est clairement l'Union européenne, qui effectivement a des normes assez difficiles, des seuils de financement assez élevés. Je ne veux pas m'en sortir par une boutade, mais parfois certaines de normes de redevabilité qu'on impose sont pas forcément plus dures à respecter que les propres normes des pays quand il s'agit de vouloir enregistrer votre ONG auprès de tel et tel pays du Sud, où clairement tout est fait pour que soit ce soit pas clair, soit que ce soit pour limiter, ainsi de suite. Et on se retrouve souvent à devoir travailler avec des partenaires qui font un travail remarquable, mais qui n'ont jamais pu avoir la reconnaissance officielle de l'État compétent local, parce qu'effectivement, la procédure est byzantine, je dirais, à dessein. Donc, nous, au moins, quelque part, on a des règles claires sur effectivement la redevabilité des financements. Souvent, c'est aussi quand même des projets d'ampleur assez modeste. Donc, ça évite aussi effectivement d'avoir trop de problèmes, même si effectivement, les règles de base, là. Alors, je vous relais une question un peu provocatrice, mais qui fait penser quand même. C'est quelqu'un qui se pose la question sur en fait les transferts d'argent, hein, vous savez, via la téléphonie mobile, hein, donc qui s'est développée bien sûr de plus en plus ces dernières années. Mais voilà, comme il y a ces discussions de criblage donc au niveau des OSC, en fait au niveau des acteurs privés, notamment Orange, Western Union, etc. Du coup, est-ce qu'elles sont soumises, j'allais dire, quel est leur mécanisme aussi de redevabilité j'imagine qu'il y en a un, mais si on compare en fait par rapport à ce qui est demandé aux OSC, pour le coup, est-ce qu'il y a des éléments de comparaison? C'est une question. Il faut savoir que dès que vous avez un opérateur bancaire, a fortiori, si c'est un opérateur bancaire européen ou américain, lui, pareil, c'est sa licence, son droit d'exercer qui est en jeu, en fait. Et donc, toutes les transactions en fait, bancaires qui sont faites, et là, effectivement, c'est simple pour les banques parce que généralement, vous avez l'identité, déjà pas mal d'informations sur la personne qui va faire le virement, parce que c'est entre 2 comptes bancaires ou 2 comptes Western Union. Automatiquement, il y a un système de criblage qui est fait. Par exemple, pour des banques françaises ou européennes, ils vont cribler si la personne n'est pas sur les listes de Nations Unies, de l'Union européenne ou de la France. Et c'est un processus complètement automatisé. Même sur des virements en France entre personnes, il y a ce criblage qui est fait de manière automatique parce qu'elles n'ont pas de choix. Parce qu'en gros, le scénario cauchemardesque pour une banque, ça serait dire elles exécutent un ordre de virement entre 2 individus. Il se trouve que l'individu qui reçoit l'argent après son nom apparaît dans une affaire de terrorisme ou d'attentat, les enquêteurs remontent, voient effectivement cette personne a bénéficié de tel financement. Alors certes, ce n'est pas la banque qui a financé, mais qui a exécuté le financement. Et donc, la responsabilité de la banque peut être mise en cause dans un cas de justice. Et donc, effectivement, c'est pour ça que les applications de mobile banking dans les pays sud sont une piste intéressante dans la mesure où, quelque part, elles pourraient faire automatiquement ce travail de criblage pour le compte de l'OSC. Alors, c'est expertisé. Est-ce que vous êtes sûr que l'opérateur qui, mettons, en Algérie ou au Burkina Faso, est-ce qu'il va uniquement vérifier les listes, je dirais, de sanctions si elles existent du Burkina Faso ou que de l'ONU et peut-être pas celles de l'Union européenne? Ça, c'est une chose à voir. Après, ça veut aussi dire que même si le mobile banking peut fonctionner uniquement à la rigueur par des SMS, c'est quand même plus simplifié, il y a quand même l'idée que ce sont quand même des personnes
ont déjà renseigné certaines informations, etc. Il y a une certaine normalisation, une collecte d'informations qui peut ne pas forcément être possible dans tous les projets au fin fond de la Brouche ou de la Forêt Vierge. Hein, on en a conscience, mais sur certains créneaux d'activité, ça peut être une solution à expertiser, mais pas partout, clairement. Ok, je vous remercie. Je jette un coup d'œil au temps. On est proche de la fin de notre session. En tout cas, on comprend bien que le sujet, bien évidemment, est un sujet éminemment complexe. Hein. Si c'était simple, il n'y aurait pas un contentieux juridique en cours et puis tous ces débats-là qui sont bien évidemment légitimes. On comprend bien hein, le jeu d'équilibriste des institutions aussi, qui n'est pas simple non plus, puisque voilà, ce façonnement de normes, hein, il y a un cadre réglementaire effectivement qui s'applique et ensuite un jeu d'équilibriste qui est fait et qui aboutit au paradoxe dont on a parlé, et qui est finalement de multiplier hein, finalement les exemptions pour le coup, pour arriver à finalement beaucoup de situations qui sont exemptées, hein, et vous l'avez rappelé Thibaut. Alors je vais vous laisser à tous les deux peut-être en 1 minute votre mot de la fin et puis nous clôturons ce webinaire. Je passe la parole peut-être Manuel. Oui, merci Thibaut et merci Magali pour ce débat intéressant et effectivement qui a mis en exergue un certain nombre des difficultés sur lesquelles on est confronté aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais ajouter, je l'ai dit au début, c'est que c'est d'autant plus difficile que nos relations avec l'AFD et avec le MAE au quotidien sont des relations partenariales et de co-construction de projets qui sont une véritable plus-value pour les organisations des sociétés civiles avec lesquelles on travaille. Donc aujourd'hui, et je pense que Magali, tu le dis, cette recherche de solutions, elle est chez nous, elle est chez vous, parce qu'on se trouve coincé par cette avalanche de normes qui n'est pas cohérente avec ce que nous, organisations de société civile, nous mettons en place et avec la politique de coopération que la France entend vouloir mener et sur lequel on constate un certain nombre d'avancées ces dernières années. Voilà. Donc, effectivement, le débat reste ouvert et à suivre. Alors, peut-être pour ma part, juste effectivement, enfin, sans philosopher, c'est que là, on se trouve clairement pris dans le dilemme des sociétés occidentales où il y a une aversion au risque et qu'on retrouve aussi dans le système de la santé. Et effectivement, du coup, pour limiter illusoirement d'avoir un risque zéro, on va effectivement mettre des contraintes sur l'ensemble des autres projets. Donc, on va brider 99% des projets ou des initiatives, quel que soit le secteur, pour essayer d'éviter le 1% qui pourrait mal évoluer. Et là, clairement, sur la question du criblage, on se retrouve là-dedans. Et effectivement, c'est à nos sociétés d'essayer de trouver cette solution collectivement sur quelle part de risque on peut accepter pour voilà, le bien commun de la collectivité. En tout cas, merci à tous. C'est effectivement le dialogue, surtout voilà, le partenariat continu pour essayer de trouver ensemble des solutions pour qu'on arrive à sortir autant que possible par le haut oui, de tout à cette fait. situation. Puis dans la prise en compte des contextes qui sont très largement informels encore dans les sociétés du Sud. En tout cas, un grand merci à tous les deux de votre participation ce soir. Puis un grand merci au public aussi de nous avoir écoutés. Le webinaire sera disponible dans 2 semaines. Il sera disponible et réutilisable. Donc, n'hésitez pas à le réutiliser. Et moi, je ne peux que vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée, merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir.